Bienvenue à toutes et à tous. Une fois de plus, vous êtes plusieurs centaines à suivre cette nouvelle session live dédiée aux conséquences économiques de la pandémie. La pandémie qui a une nouvelle fois modifié ce programme puisqu'initialement c'était Gianluca Taroli qui devait officier à votre place. Michel Juvet, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Donc à la suite de cette présentation, comme la fois précédente, vous aurez la possibilité de poser vos questions via un formulaire disponible en dessous du player qui vous permet de suivre cette conférence. Michel Juvet, la fois précédente, nous avions apporté un éclairage sur les conséquences de cette crise en présentant les différents scénarios économiques. Quels étaient ces différents scénarios? Absolument, Jean-Baptiste. Gianluca a fait un très bon résumé économique en nous projetant dans le futur, en distinguant différents éléments qui allaient émerger. On les représente ici avec évidemment ces différents éléments et j'ai mis en rouge les choses qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui puisque nous allons parler d'allocation d'actifs essentiellement et plus de scénarios économiques. Donc les choses qui sont pertinentes du côté du poids de l'État et du renforcement du rôle de l'État, c'est que, on l'a vu, l'endettement des États va avec une aide de la Banque centrale et les taux d'intérêt doivent donc rester très bas et ça c'est un point très important dans le scénario. La deuxième chose qu'on trouve dans le carré vert, c'est qu'on est convaincu évidemment qu'il y aura une reprise économique en 2021, qu'elle sera certes chaotique, mais qu'elle pourrait s'accélérer. On l'a vu hier avec les annonces sur un éventuel vaccin disponible plus vite que prévu. Tout ça pourrait relancer peut-être l'économie beaucoup plus rapidement que prévu. Néanmoins, ce qui est évident, c'est que la Chine est en avance et que la Chine a déjà redémarré et ça, c'est un point qu'il faudra garder en tête. Et puis, je dirais que la point d'interrogation de ce scénario-là, c'est le carré en bas à gauche sur un retour possible de l'inflation, puisqu'on va se retrouver, si tout se passe bien, dans ce qu'on appelle en anglais un reflation trade, où on remet de l'inflation dans le système. Donc l'émergence d'un nouveau cycle économique avec toujours des taux bas. Absolument. Et ça, en termes d'allocation d'actifs, c'est les deux éléments qui vont diriger toute la réflexion. Alors quand on sait que les taux d'intérêt vont rester bas, et en particulier les rendements obligataires sur les dettes publiques vont rester bas, ça nous amène un problème dans l'allocation d'actifs. Ça amène en l'occurrence deux problèmes, un problème de protection du portefeuille et un problème de rendement. Alors du côté de la protection du portefeuille, on voit sur ce graphique différentes périodes avec des baisses de marché qui sont montrées sur ces bâtons orange, 2003, 2007, 2011, 2015 et puis le printemps de cette année. À chaque fois, dans ces périodes, sauf ces deux dernières fois, les obligations d'État ont eu une performance positive. C'était le cas en 2003, ça a été le cas... voilà, on repart en arrière. Ça a été le cas en 2007, c'était le cas en 2011, et malheureusement en 2015 et en 2020, on voit que ces obligations n'ont pas pu donner une performance positive. Donc on a un problème, ces obligations qu'on avait dans le portefeuille ne servent plus à grand-chose. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a une perte de rentabilité avec cette partie-là. On le voit ici sur ce camembert, dans un portefeuille dit revenu chez nous, avec une part prépondérante des obligations qui représente 70%. Aujourd'hui, avec notre scénario économique, on a une espérance de rendement annuel sur les prochaines années qui tourne autour de 1,3%. Donc c'est pas beaucoup, c'est avant les frais, c'est pas beaucoup. Et il va falloir se poser cette question en tant qu'investisseur, est-ce que j'ai envie de rester avec ce 1,3% ou est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer cette performance? Alors maintenant, on va passer en revue les différentes possibilités d'allocation d'actifs. Vous allez nous dire ce qu'il faut faire en commençant par les actions. On a vu hier la réaction des marchés suite à l'annonce de Pfizer. Alors, est-ce que les actions, finalement, c'est une bonne solution? Alors, on le voit, le portefeuille traditionnel de type revenu ou le portefeuille balancé, pour améliorer sa performance, il va devoir prendre des risques. C'est inévitable. Et il y a plusieurs types d'actifs utiles pour cela. Le premier qui vient en tête, c'est évidemment, comme vous le mentionnez, les actions. Et comme vous le disiez, on a vu hier la réaction immédiate des marchés quand la lumière qui est au bout du tunnel commence à grandir. Évidemment qu'il y a un enthousiasme pour la classe d'actifs la plus risquée. Alors pourquoi c'est intéressant malgré tout ces actions? Je crois que ce premier graphique le montre aisément. Je vais essayer de réutiliser
Voilà, on voit donc ici sur ce graphique à la fois un indicateur orange qui est le taux d'activité de l'économie américaine et puis en noir l'évolution du SP500. On voit cette corrélation et c'est logique. Quand l'activité repart, évidemment que la croissance des bénéfices des entreprises repart également. Donc aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on est au début d'un nouveau cycle économique. On est passé dans un trou, ça va se terminer un jour et l'année prochaine, ça va reprendre de la vigueur. Donc il est logique que les marchés actions anticipe cette reprise de la croissance économique et des bénéfices. C'est le premier point qui est favorable aux actions. Le deuxième, sur ce graphique, vous avez aussi d'abord la première courbe orange qui est le rendement des actions, qui est à peu près à 4,5% aujourd'hui. Vous voyez que ce rendement des actions, il est supérieur au rendement qu'on obtient sur les taux à 10 ans, quels que soient les pays, que le taux d'intérêt sur le cash également. Alors certes, il est bas d'un point de vue historique, mais il reste nettement plus élevé que sur les autres actifs. Donc c'est un deuxième élément qui est en faveur des actions. Et puis la question qui se pose évidemment, c'est est-ce que malgré tout, c'est pas un peu fou d'investir dans ces marchés parce qu'ils ont beaucoup monté, ils sont peut-être un peu chers, est-ce que c'est pas risqué? On a donc deux éléments positifs qu'on vient de mentionner, mais la question est-ce que c'est cher ou pas? Alors sur ce graphique, vous voyez donc la courbe noire, c'est le PI du marché américain. Alors elle a l'air élevée, on voit qu'on n'est pas très loin en fait de ce qu'on avait observé en 2000, puisqu'on a quasiment les mêmes niveaux d'évaluation. C'est cela, ouais. Donc on se dit c'est très cher. Mais il y a quelque chose qui a changé fondamentalement entre 2000 et aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette création monétaire énorme qui a été produite par les banques centrales. Donc on a beaucoup d'argent dans le système. Donc une façon de voir si c'est cher ou pas par rapport à cette masse d'argent à disposition, on l'a en fait synthétisé avec cette courbe orange où on rapporte la capitalisation boursière par rapport à la masse monétaire à disposition. Et on voit évidemment sur ce graphique que la courbe orange, elle n'est pas aussi élevée qu'en 2000. On a donc certes une évaluation absolue qui est élevée, mais quand on la rapporte à l'argent à disposition dans le système, ça reste relativement raisonnable. Donc voilà pourquoi les actions cotées en bourse sont intéressantes dans un portefeuille pour améliorer la performance. Mais il y a aussi les actions non cotées, c'est tout ce qu'on appelle le private equity. Et là, on vous a indiqué ici la performance et les bâtons orange, c'est plutôt les taux de rendement internes de private equity ces dernières années, avec en comparaison les performances de la bourse américaine, les bâtons bruns. Alors, qu'est-ce qui est vraiment significatif ici? On voit d'abord que dans les phases de baisse, comme en 2008, la bourse américaine baisse de 38%, mais le private equity réussit à générer un rendement de 12%. En 2002, exactement la même chose. La bourse baisse de 23%, mais on a toujours un rendement distribué de 10%. Donc, on voit que ce private equity génère régulièrement un rendement quasiment identique à la bourse américaine, mais surtout nous évite ces phases de baisse. Donc c'est un élément à mettre dans un portefeuille. Certes, il y a une illiquidité, on ne peut pas faire du trading de private equity, on ne peut pas acheter et vendre toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, mais c'est un élément de stabilité sur les rendements et qui permet d'améliorer le rendement d'un seul portefeuille. Donc on sent votre optimisme, votre encouragement aux actions par le fait que vous trouvez que finalement elles sont accessibles, donc vous encouragez les actions dans un portefeuille. Qu'en est-il des obligations? Qu'est-ce que vous imaginez pour les obligations? Alors c'est vrai qu'on l'a vu, les obligations, dans la catégorie des obligations, il n'y a pas que les obligations d'État. Je viens d'expliquer que c'était peu intéressant ces obligations d'État parce que les taux sont à zéro ou très très bas. Et donc il faut aller trouver d'autres obligations. Alors il y a deux types d'autres obligations qui nous intéressent toujours. La première, c'est ce qu'on appelle les obligations d'entreprise à haut rendement. Donc c'est des entreprises qui ont un bilan qui n'est pas aussi magnifique qu'une entreprise qui aura une note AAA, mais qui est quand même suffisamment solide pour nous intéresser. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce type d'entreprise? On voit sur ce graphique que le rendement aujourd'hui est d'environ 4,2% de plus que sur le Trésor américain, donc c'est loin d'être négligeable. Alors, ce n'est pas le meilleur rendement qu'on peut souhaiter puisqu'on a eu des pics plus élevés ces dernières années, mais on n'est pas du tout au plus bas non plus. Donc on a un surplus de rendement qui est intéressant et qui nous permet d'absorber le risque qu'on a dans ce type d'entreprise. Mais ceci dit, il faut quand même être réaliste. On a parlé de création monétaire, on a parlé d'endettement. Et des entreprises se sont passablement endettées également ces différentes années. Donc sur ce graphique,
Vous voyez la dette des entreprises non financières, donc on enlève les banques, les assurances, on le rapporte au PIB. Et vous voyez que quel que soit le pays, à part l'Angleterre, de manière assez surprenante d'ailleurs, on voit que cet endettement d'entreprise a beaucoup progressé. Alors la Chine caracole en tête avec un endettement des entreprises qui est extrêmement élevé. La Suisse, c'est pas mal non plus. Alors la Suisse, c'est très élevé parce qu'on a ici l'endettement hypothécaire. Et ensuite, c'est un endettement hypothécaire extrêmement élevé par rapport à la taille du pays. Mais si on prend même le cas des États-Unis, cette courbe orange, elle est nettement plus basse que la Chine, mais évidemment qu'elle est beaucoup montée par rapport à il y a 10 ans. Donc on a cet endettement général qui fait qu'il faut faire attention à la santé des entreprises. Et pourquoi il faut faire attention à la santé des entreprises malgré tout ? On a ce graphique qu'on aime beaucoup pour les adeptes des films de zombies, le titre fait peur, les Z-World, comme on dit. Ici, on a des Z-compagnies. Donc, qu'est-ce qu'une société zombie ? La définition, c'est une entreprise qui a des difficultés avec son activité à couvrir la charge d'intérêt sur son endettement. Alors, la courbe ici, elle montre quoi ? Elle montre le pourcentage de ces entreprises dans un indice général d'entreprises disponible, c'est l'univers Leuthol 3000, et on voit donc le pourcentage de ces entreprises dites zombies, donc ces entreprises qui ont de plus en plus de difficultés à payer leur charge d'intérêt, et bien ce pourcentage progresse. Et évidemment que ça c'est inquiétant au moment de la sélection des entreprises, au moment de la sélection des obligations au rendement. Oui, d'où l'intérêt d'avoir une sélection très précise. Absolument. Se précipiter comme ça sur toutes les entreprises high yield, comme on dit, ce serait une erreur fondamentale. Ça, c'est la première catégorie d'obligations qui nous reste intéressante. Et la deuxième, ce sont cette fois-ci les dettes publiques, non pas des pays occidentaux, mais des pays émergents. Alors, sur ce graphique, vous avez ici encore l'excédent de rendement sur ces obligations émises par ces différents pays par rapport au Trésor américain. Et on voit que là aussi, on a un excès de rendement qui varie de 2 à 4%. Alors, là aussi, je pense qu'il faut être très prudent. On a, sur les pays asiatiques, relativement peu d'excès de rendement par rapport aux pays latinos, parce que latinos, on aurait 4% de plus de rendement. Mais les risques ne sont pas les mêmes. Si on passe sur le niveau d'endettement public de ces différents États, pour mémoire, rappelons que dans les pays occidentaux, on est au-delà de 100%, la dette publique sur le PIB. Ici, on voit que le Brésil se rapproche dangereusement d'une situation de pays développé, avec évidemment d'autres difficultés sur sa devise, et qui fait que ce genre d'endettement et de situation économique locale doit nous rendre particulièrement prudents. En revanche, il existe des pays, comme la Chine, avec un endettement beaucoup plus faible, ou en Asie, d'autres pays également. Donc la dette des pays émergents en dollars est intéressante, mais là aussi, attention à ne pas choisir le mauvais pays qui ne sera pas capable de rembourser sa dette. Donc on vient de voir les actions, les obligations, mais comment faut-il faire aujourd'hui pour, on va dire, diversifier et aussi protéger son portefeuille ? Alors vous avez raison, l'allocation d'actifs, c'est évidemment gérer plusieurs classes d'actifs, c'est choisir la classe d'actifs qui va amener une très bonne performance, c'est les actions, trouver des obligations qui amènent des coupons, mais qui permettent de stabiliser le portefeuille. On a perdu les souverains, mais on en a d'autres maintenant quand même, les high yield et les émergents. Et puis il faut mettre en plus dans le portefeuille des actifs qui vont permettre de stabiliser, ou en tout cas de décorréler les différentes classes d'actifs entre elles. Alors, dans cette catégorie, on va en mentionner ici 3 essentiellement. La première, c'est les produits structurés, donc des produits qui sont créés sur différents types d'actifs et qui ne sont pas corrélés avec les marchés. Alors, ici, on vous donne un exemple d'un produit qu'on a créé il y a maintenant à peu près 14 mois. Donc, c'est un produit qui est émis et qui va aller bénéficier de la différence de performance entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Donc quand à l'intérieur d'un indice, plus il y a de bonnes performances d'un côté, plus il y en a de mauvaises, plus la dispersion augmente et plus ce produit se comporte bien. Donc c'est un petit peu technique, mais on voit ici que ce produit, sur la durée, c'est la courbe orange, vous voyez qu'il est évidemment très stable, mais il a tendance à grignoter petit à petit des points de performance, et à la fin, sur cette période, il fait nettement mieux que l'Eurostoxx 50. Donc il nous amène quoi ? Il nous amène une diversification et une décorrélation par rapport au mouvement des marchés. Quoi qu'il arrive sur les marchés, peu importe, je bénéficie d'un certain rendement. Donc il existe des tas d'autres types de produits structurés. C'est une classe d'actifs qui est intéressante, qu'on aime bien. La deuxième, c'est l'or. Alors, traditionnel, c'est considéré comme un objet refuge, et c'est vrai que quand tout va mal, on a tous envie d'acheter de l'or. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'or peut rester intéressant ? Alors, avec beaucoup de volatilité, on l'a encore vu hier, une bonne nouvelle arrive, hop, l'or redescend très vite de 4-5%.
1%. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui est important pour l'évolution du cours de l'or? Il y a deux éléments, je crois. Le premier, c'est évidemment toute cette création monétaire qui est en route et qui fait que forcément, relativement, la valeur des devises devient instable et que chacun aimerait avoir une devise qui ne baisse pas. Alors l'or est une devise qui ne baisse pas, ça reste quelque chose de solide, c'est pas indexé sur d'autres devises, c'est pas indexé sur des papiers monétaires qui vont peut-être faire faillite, etc. Donc c'est un aspect refuge et cet élément-là va rester dans cet environnement qui plus est aura peut-être un peu plus d'inflation et là on voit que c'est un élément qui fonctionne bien avec le cours de l'or. Alors le graphique de droite, lui, il est un petit peu compliqué, mais quand même assez intéressant. On a mis ici d'abord les bâtons orange qui vous montrent l'évolution des taux réels. Donc c'est les taux d'intérêt moins le taux d'inflation. Donc quand on est du côté négatif, les bâtons sont du côté négatif, ça se lit sur l'échelle de gauche, on a des taux réels négatifs. Qu'est-ce qui se passe sur le cours de l'or? Le cours de l'or, c'est cette courbe noire, mais qui se lit sur l'échelle de droite, et pour corser l'affaire, à l'envers. Donc quand on est avec des taux d'intérêt négatifs, la courbe noire de l'or est de ce côté-ci, mais ça signifie sur l'échelle qu'on a une progression du cours de l'or. Donc on voit bien, quand on est sous la barre pour les taux réels négatifs, que c'est favorable à l'or, mais quand on est au-dessus de la barre sur les taux d'intérêt, puis qu'on a des taux d'intérêt réels qui progressent, c'est très négatif pour le cours de l'or. Alors aujourd'hui, on est ici. On a des taux réels qui sont aujourd'hui négatifs, à peu près, on va dire, moins 1%. On a un cours de l'or qui a beaucoup progressé. Que va-t-il se passer sur les taux d'intérêt réels? A priori, comme on l'a dit dans notre scénario, on est très convaincu de ça, les taux d'intérêt réels, les taux d'intérêt nominaux ne vont pas monter, les banques centrales ne veulent pas monter les taux d'intérêt dans les 12 prochains mois en tout cas. Et donc, on aura peut-être un peu plus d'inflation. Ce qui veut dire que les taux d'intérêt réels vont être encore un peu plus négatifs. Et ça reste un élément de support au cours de l'or. Alors, le seul inconvénient, comme on l'a dit, c'est que là aussi, il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir des mouvements très rapides à la hausse ou à la baisse sur le cours de l'or. Et c'est l'élément déterminant, en fait, dans une construction de position d'or d'un portefeuille. Troisième option. Troisième option, les hedge funds, absolument. Alors, ici, ça sera assez vite commenté. On a indiqué la courbe noire, l'évolution du cours d'un fonds, Haussmann Holdings, qui est un grand fonds multi-manager, multi-stratégie, multi-fonds. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que sa performance se situe en dessous des actions, c'est logique parce qu'il n'est pas 100% action, mais au-dessus des obligations parce qu'il a autre chose que des obligations. Et l'intérêt de ce genre de fonds alternatifs, c'est de nouveau, ça stabilise la volatilité de votre portefeuille. Ça vous amène un élément entre les actions et les obligations qui permettent de laisser un portefeuille un peu plus stable quand les marchés ne vont pas très bien. Alors on sait que dans chaque processus d'investissement, il y a un risque monétaire. Qu'en est-il de la stratégie à adopter avec les devises ? Alors aujourd'hui, tout l'enjeu sur les devises, on en a parlé un tout petit peu, Gianluca en a parlé dans la séance précédente, on a des États qui s'endettent, on a des banques centrales qui créent de la monnaie et on sent bien qu'à la fin, la vraie valeur de toutes ces devises, on ne sait plus où elle est et qu'elle aura tendance à diminuer relativement l'une par rapport à l'autre. Sauf peut-être sur deux monnaies, le franc suisse qui reste extrêmement solide, qui a des bonnes raisons de rester solide, l'endettement public ne progresse pas beaucoup, la BNS a une politique de change et pas une politique de taux d'intérêt pour stimuler l'économie, on a tout un cadre qui est très solide et donc cette monnaie doit rester forte. Donc sur le franc suisse, on va dire, c'est pas prendre de risque monétaire. C'est inutile de sortir de sa monnaie pour aller spéculer sur une devise. Et puis, il y a une deuxième monnaie qui émerge en ce moment, c'est l'euro. Qu'est-ce qui a changé sur l'euro ? Évidemment, c'est la décision politique qui est intervenue pendant cet été, qui a fait qu'enfin, les pays européens se sont mis d'accord pour une sorte de financement mutuel de la dette qui financera les plans de relance locaux. On a donc un élément fondamental qui manquait à la stabilité de l'euro qui s'est mis en route et qui greffé sur une situation de compte extérieur qui est positive fait que l'euro reste une monnaie, va devenir une monnaie solide. Donc on a aujourd'hui une décision assez simple à prendre dans un portefeuille, s'il est en francs suisses ou en euros, c'est ne sortez pas comme ça de vos devises, restez sur vos devises de référence, mais si vous sortez, n'hésitez pas à faire de la couverture de change puisque le coût pour couvrir la monnaie est aujourd'hui très bon marché. Les taux d'intérêt entre les différentes monnaies ont beaucoup diminué, se sont rapprochés. Donc ça coûte très peu pour faire de la protection monétaire. Donc on vient de voir les différentes manières d'appréhender les différentes classes d'actifs et les devises.
en fonction de vos explications, quelle est la bonne stratégie de placement à suivre? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir en fait au profil revenu dont on parlait au début. Vous vous rappelez, c'est donc le cadran de gauche. On avait un portefeuille dit revenu qui correspondait à une grille d'investissement très défensive, qui avait une rentabilité de 1,3%. Alors, pour essayer d'améliorer cette rentabilité, on a modifié un petit peu, pour des bonnes raisons, parce qu'on y croit, certaines allocations. Alors, l'allocation la plus importante qui est modifiée, c'est celle-ci. On a 70% d'obligations réparties pour moitié dans la dette publique, puis quasiment pas d'émergents et de high yield dans cette allocation-là. En la bougeant fortement, c'est-à-dire en réduisant beaucoup les dettes publiques, en redistribuant cet argent sur les émergents, sur le high yield, et un petit peu sur les actions, 12% contre 10%, un petit peu sur les hedge funds, 5% contre 3%, on ne change pas l'allocation des produits structurés, on monte un petit peu l'or, 5% contre 2%, et on introduit un petit peu de private equity, 5%. Donc c'est des changements vers une prise de risque supérieure, il n'y a pas de doute, mais marginaux. Et qu'est-ce qu'on obtient? C'est ça qui est intéressant, on obtient plus qu'un doublement de l'espérance de rendement. Donc je crois que la morale de l'histoire, elle est assez simple. Malheureusement, on ne peut plus compter sur les dettes publiques pour stabiliser le portefeuille. Si on veut augmenter notre rentabilité, on doit prendre un certain nombre de risques. Donc à l'intérieur d'un portefeuille de ce type-là, on va devoir aller sur ces différents actifs dont on a décrit les comportements précédemment. Si on applique ce raisonnement sur le portefeuille traditionnel dit équilibré, l'enjeu est moins complexe puisque ce portefeuille équilibré, il a déjà aujourd'hui 40% d'actions dans sa position neutre, donc il est déjà positionné pour un environnement favorable pour générer de la performance. Mais il a une espérance de rendement de, entre guillemets, seulement 3,8%. Donc si on veut augmenter cette espérance de rendement, c'est le même jeu. Il faut réduire un petit peu la part obligataire, donc on passe de 30 à 25%. On réduit les souverains de 12,5 à 5%. Et puis on redistribue sur les émergents et sur du high yield. On ne change pas les hedge funds, on ne change pas les produits structurés, on ne change pas l'or et on augmente un petit peu le private equity. Et en faisant ce mélange, on permet non pas cette fois-ci de doubler avec ces changements mineurs, mais ça permet de monter de 3,8 à 4,5% l'espérance de rendement. Donc je crois que la conclusion de tout ça, c'est que si on veut bouger un tout petit peu ses espérances de rendement dans un profil, il faut avoir un peu plus de risque dans ce profil. Mais si on veut vraiment changer son espérance de rendement, il faut changer de profil. Dans le cas particulier, il faudrait quitter le profil investisseur revenu pour aller sur un profil défensif, voire équilibré si on a envie vraiment d'avoir plus de rendement. Mais c'est vrai, toujours se rappeler que ça nécessite de prendre un peu plus de risques. On n'a pas plus de rendement sans une prise de risque supérieure. Alors, si on essaye maintenant d'être très concret, j'ai un capital en cash, je veux l'investir. Comment j'applique votre stratégie? Alors, Jean-Baptiste, vous attaquez le nerf de la guerre, le sujet le plus important, le plus difficile, c'est qu'on a beau expliquer en théorie ou concrètement comment ça se passe, quelle est l'allocation idéale à avoir, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? C'est cette question qui est toujours très complexe. Alors je crois que pour répondre concrètement, si je prends le portefeuille équilibré présenté ici, donc on a ces différentes classes d'actifs, la question que je dois me poser dans l'environnement actuel, on anticipe une reprise économique l'année prochaine, on a eu des marchés qui sont beaucoup montés, on a un enthousiasme qui s'est produit hier soir sur les bourses parce qu'il y a un espoir supplémentaire, puis on sait que les taux d'intérêt vont monter un tout petit peu quand même parce qu'on sent bien que cet environnement plus positif va faire monter un tout petit peu les taux d'intérêt, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que je dois acheter tout de suite et qu'est-ce que je peux me permettre, où est-ce que je peux me permettre d'attendre? Alors, là où il n'y a pas de raison d'attendre, c'est du côté des obligations. Je pense que ces obligations-là, en particulier émergents à yield, il n'y a pas de raison d'attendre, autant aller et investir la totalité. Du côté des souverains, là aussi, il n'y a pas vraiment de raison d'attendre. De toute façon, les rendements ne vont pas beaucoup bouger. On peut y aller. Du côté des obligations d'entreprise, on va dire qu'on peut aussi y aller, mais comme le montant est supérieur au montant précédent, c'est-à-dire on ne va pas investir la totalité dédiée aux investment grade, on va peut-être en mettre 3/4 ou 2/3 de ce qu'on a envie de faire. Idem sur les hedge funds. Les hedge funds sont insensibles en fait, ou très peu sensibles au comportement de marché. Ils sont censés être décorrélés. Les produits structurés sont censés être décorrélés. Donc a priori, il faut participer à ces deux classes d'actifs.
Produit structuré a peut-être une particularité différente, c'est que le produit structuré, on le crée pour profiter d'une volatilité. Donc on pourrait se dire, ben voilà, je vais utiliser un produit structuré sur la dispersion, comme on a décrit tout à l'heure, et puis je vais essayer de créer un produit structuré lorsqu'une classe d'actifs va avoir une volatilité qui monte. Aujourd'hui, la volatilité elle monte sur l'or, donc peut-être qu'on peut créer un produit structuré qui va capter cette volatilité. L'or et les actions, moi je dirais c'est là où il faut un peu plus de timing, parce que c'est là où c'est le plus volatile, évidemment. Et donc, il faut pas aller avec précipitation. Et après le mouvement qu'on a eu sur les actions, je pense qu'aujourd'hui, il serait raisonnable de dire, si vous êtes entièrement en cash, ben, vous achetez la moitié de votre position en actions, mais pas plus. Il y aura certainement d'autres corrections. Peut-être qu'il va se produire un événement politique aux États-Unis qui sera moins bon que prévu. Peut-être qu'il y aura un événement X ou Y économique moins bon que prévu. Même si le scénario final est positif, qui provoquera une correction, et c'est là qu'il faudra construire à nouveau la position totale. Puis le dernier actif auquel on peut se permettre d'y aller en théorie, pour autant qu'on ait des produits à disposition, c'est le private equity, puisque là, comme on l'a vu sur le graphique des performances, il n'y a pas besoin de timing. Les rendements attendus sont distribués chaque année. Le private equity investit chaque année. Et donc, c'est eux qui font le timing. Donc, il ne faut pas essayer de timer le timing du private equity. Voilà. Donc, pour être concret, il y a une partie du portefeuille qui doit être investie maintenant du côté des obliques et une partie la plus volatile, à laquelle il faut faire le plus attention et essayer de mettre un premier pied dedans, mais pas le deuxième pour le moment. Merci beaucoup Michel Juvet, merci pour ces explications. Il est temps maintenant de passer à la partie questions-réponses. Et vous parliez à l'instant du marché action. Je propose de prendre cette première question. Quelles conséquences a le résultat de l'élection présidentielle, aux États-Unis bien sûr, sur les marchés actions, sur les bourses ? Alors bon, on l'a vu, donc enfin, il y a deux choses. On a tendance à dire, quel que soit le président, de toute façon, ici, ce qui est important, c'est le comportement de la Banque centrale. Donc, dès lors qu'on ait un président démocrate ou républicain, si on a une Banque centrale qui est à côté et qui fournit des liquidités, bah, ces liquidités vont dans les marchés et c'est bon pour les marchés. Donc cet élément-là, il n'est pas en train de changer. La Banque centrale américaine, elle est toujours là, elle va continuer sa politique monétaire, donc les marchés vont continuer d'en profiter. En termes politiques, les programmes, étant donné les résultats qu'on connaît aujourd'hui, ne vont pas être extrêmement différents. Hein. Mais il faudra voir encore au mois de janvier si effectivement les démocrates vont avoir la majorité au Sénat. Aujourd'hui, ils n'ont pas la majorité, ce qui amène un contrepoids aux idées un peu plus embêtantes pour les marchés, comme une hausse des taux d'imposition. Donc ce contrepoids du Sénat fait que le président ne pourra pas avoir une politique extraordinairement forte du point de vue fiscal. Mais en même temps, on aura certainement des accords sur la relance budgétaire qui va devoir avoir lieu. Et tout ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de changements à attendre et ce n'est pas aussi négatif qu'on pouvait craindre cette élection de M. Biden avec une majorité du Congrès démocrate. Une autre question nous vient. Bonjour, on m'a toujours appris que 1. Lorsque l'économie se contracte, la bourse baisse. 2. Lorsque la consommation baisse, la bourse baisse. Or, 2020-2021, ce sera le cas. Quid ? Oui, alors, ce n'est pas tout à fait juste. D'abord parce qu'il y a un décalage entre le comportement des marchés et le comportement de l'économie. Et on peut très bien avoir une économie en pleine récession qui voit un marché monter parce que le marché anticipe toujours 6 à 9 mois en avance. Donc on se retrouve dans une récession, le marché monte parce qu'il anticipe la sortie de la récession, la lumière à la fin du tunnel. Donc c'est un peu ce qui s'est passé d'abord cette année, c'est qu'on a anticipé la sortie de cette crise de manière exagérée parce qu'on a pensé que la crise se finirait plus tôt, mais peu importe, on anticipe toujours la sortie de cette crise. Et puis surtout, la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit l'environnement, on a des banques centrales qui sont à disposition et en plus, cette fois, on a des gouvernements qui font des dépenses publiques, qui prêtent de l'argent aux citoyens. Donc on est certes sur un fil un peu ténu, où la liquidité aide à tenir l'économie et les acteurs économiques. Et c'est vrai que si on n'avait pas de lumière au bout du tunnel, il y aurait de quoi être très, 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 très inquiet parce qu'on a maintenu en fait en vie des entreprises ou des individus qui n'auraient pas pu tenir dans des circonstances normales. Donc la question est pas tout à fait juste, mais là c'est pertinent de dire
oui, si la reprise ne vient pas, parce que le vaccin ne vient pas, parce qu'on ne trouve rien pour guérir de ce virus, on aura un problème de crédit, on aura un problème de soutien à l'économie au début de l'année prochaine. Et ce qui nous amène à la question d'après, ça fait donc 29 minutes qu'on déroule un scénario, et la question qui nous vient, c'est qu'est-ce qui pourrait faire dérailler votre scénario finalement? Alors là, je pense que la seule chose qui peut faire dérailler, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on se rende compte qu'on n'aura pas de vaccin, en tout cas pas fin de cette année, en tout cas pas au premier trimestre, et que beaucoup d'entreprises qui ont vécu grâce à des injections un petit peu artificielles d'argent vont se retrouver face au mur, avec plus de liquidité, plus de croissance des revenus, pas de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, si les États n'interviennent pas autant qu'ils ont intervenu précédemment, là, c'est le crash, évidemment, parce que tout s'effondre d'un seul coup. Mais, et ça, c'est l'élément qui peut tout faire dérailler. Maintenant, on peut imaginer qu'on est allé tellement loin dans le soutien que c'est vraiment pas le moment d'abandonner et qu'il y aura forcément cette fois une énième vague, non pas de coronavirus, mais une énième vague de relance budgétaire ou de création monétaire. On est un petit peu au milieu du gué quelque part. Absolument. Encore une question, le franc suisse est fort et cher. Au lieu de l'affaiblir en achetant des papiers étrangers, ne serait-il pas plus utile de l'affaiblir en dégradant les finances publiques? Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent évoqué aussi. L'État ne devrait-il pas plus dépenser finalement? En Suisse, parce que on parle spécifiquement de la Suisse. Dans les autres pays, ils ont déjà beaucoup dépensé. Mais c'est une vraie question. L'endettement public, toujours se rappeler quand même que c'est un poids qu'on va faire porter aux générations futures, puisque les gens au-delà de 50 ans sont relativement peu concernés par le remboursement de ces dettes. Elles auront lieu dans 10 ou 15 ans. En revanche, les jeunes qui ont 20 ou 30 ans aujourd'hui, c'est eux qui vont devoir travailler, générer des recettes pour pouvoir rembourser les dettes publiques. Donc, d'où la réaction de dire il faut faire attention, il ne faut pas trop s'endetter parce que les jeunes vont devoir payer la facture et ce n'est pas logique que les vieux en profitent sur le dos des jeunes. Ceci étant dit, tout est relatif. Et en Suisse, c'est vrai qu'on a un endettement public qui est faible en absolu et faible relativement au reste du monde. Donc en Suisse, on a quand même la possibilité de dépenser un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce d'autant plus qu'on emprunte à des taux d'intérêt négatifs, sans mettre en péril les générations futures. Il y a une marge de manœuvre qui est possible, peut-être qu'elle sera utilisée si la crise s'aggrave, peut-être qu'elle sera utilisée s'il y a des difficultés financières supplémentaires qui arrivent, mais la marge est là. D'autres pays n'ont pas cette marge, les autres pays doivent se reposer sur la Banque centrale pour les financer. Ce n'est pas le cas de la Suisse. Alors maintenant, la question qui était de dire, est-ce qu'on ne devrait pas pousser la BNS à faire des bêtises, en fait, à faire des bêtises pour affaiblir le franc suisse? Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux avoir une banque centrale solide, un franc suisse solide, et trouver des moyens de relance budgétaire pour compenser les conséquences négatives d'un franc suisse trop fort, plutôt que d'essayer d'affaiblir la monnaie avec des moyens mécaniques un peu, disons, de mauvaise qualité, de mauvaise politique. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette partie de questions-réponses. Je vous précise simplement qu'un document de synthèse sera disponible avec l'ensemble des questions et évidemment les réponses qui correspondent. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci Jean-Baptiste. Merci. Vous pourrez donc revisionner cette conférence prochainement. Elle sera disponible via la chaîne YouTube de Bordier et compagnie. Rendez-vous donc dans 2 semaines, cette fois-ci Gianluca Taroli et vous. Jeudi 26 novembre pour le dernier volet de cette trilogie consacrée aux conséquences économiques de la pandémie. Avec, à cette occasion, nous détaillerons les régions et les secteurs d'investissement à privilégier. Ce sera donc le 26 novembre prochain. Merci beaucoup à toutes et à tous.